Il ne faut pas vous laisser convaincre par quiconque. Essayez de réfléchir par vous-même. Fixez-vous des objectifs pour atteindre là où vous voulez arriver. Fixez-vous des objectifs. N'écoutez personne. Vous pouvez juste demander conseil. Parce que si c'est la confiance, ça n'existe plus. Demandez conseil et prenez vos propres décisions. Soyez indépendante. Essayez d'être libre financièrement. N'attendez de personne. Et Inch'Allah, tout ira bien. C'est vrai que les parents doivent s'inquiéter, mais si toi, parent, tu as confiance en ta fille, tu as confiance en l'éducation que tu as offerte à ton enfant, donne-lui la chance de sortir parce que ça permet d'élargir son univers. Moi, aujourd'hui, je dis Dieu merci. Venir en Turquie, ça m'a beaucoup aidé positivement. J'avais voulu abandonner quand j'avais raté mon bac pour la première fois. Je n'avais plus de souffle et c'était ma première fois de rater un examen et je ne me reconnaissais pas en fait. Donc, je me suis dit que suivre une formation professionnelle peut être la même chose qu'aller à l'université. Donc, je me suis dit que je vais aller juste suivre une formation professionnelle rapide, me chercher un boulot et puis laisser l'affaire de l'université. J'ai échoué. Alors, quel a été votre bâton de pèlerin? Ah, ça, c'était mes parents et mes amis. Ils m'ont beaucoup soutenu et ils m'ont fait comprendre que je dois aller de l'avant. La vie ne se limite pas à ça. Et les personnes qui ont raté le bac jusqu'à 5-6 fois et qui continuent toujours d'essayer, pourquoi moi qui rate juste une première fois, je vais abandonner? Et donc, ça, ces mots-là m'ont interpellée et je me suis dit que si mes amis ont pu faire, je peux le faire. Je ne suivais pas les cours comme il le fallait et donc, je me suis dit que c'était de ma faute si j'ai échoué. Et donc, ce n'est qu'à moi-même, à ma propre personne, de réparer mes erreurs que j'ai déjà causées. Donc, il ne faut pas qu'à cause de mes erreurs, je fasse des bêtises aujourd'hui et qui peuvent être répercutées sur moi demain. Je les conseillerais d'avoir des petites activités à côté. Moi, je vais prendre juste l'exemple sur moi. C'est vrai que la situation économique de ma famille, elle est moindre, mais qu'à cela n'empêche, des fois, je rencontre des difficultés. Moi, je ne me suis pas habituée à attendre papa et maman. Je me suis habituée à me battre pour avoir ce que je veux. Donc, du coup, malgré que mon papa m'envoyait de l'argent des fois, ça ne suffisait pas. Mais il me disait tout le temps, quand ça finit, fais-moi signe. Utilise ça pour cette période, après fais-moi signe. Mais quand mon argent finissait, je n'appelais jamais papa parce qu'entre-temps, j'avais mes petites activités à côté. Dans toute chose, c'est la planification. La planification et l'objectivité. Quand on sait où on va, on peut mieux se préparer pour avoir un bon départ et se diriger sur le chemin souhaité. Mais quand on ne sait pas où on va, on se lance seulement sur le chemin et arrivé au beau milieu, tu vois différentes routes qui se présentent à toi. Mais laquelle prendre? Tu ne t'es pas préparé en amont. Comment est-ce que tu peux te décider directement? Non, tu seras forcément indécisive. Et là, au bout d'un certain moment, vu que tu n'as pas le choix, tu es obligé de choisir une seule voie, tu vas prendre une voie quelconque. C'est ce qu'on dit, là, on peut appeler cette fois la voie du hasard. C'est de là où on commence à parler de la chance. Je dirais juste à cette jeune fille de cette année qu'elle doit juste continuer à poursuivre ses rêves, mais de ne pas seulement s'arrêter à ses rêves, qu'elle doit être décisive dans tout ce qu'elle fait. Elle doit avoir surtout la confiance en elle. C'est un peu ça. Parce que quand elle a confiance en elle, elle peut mieux faire ses choix et elle peut mieux choisir son entourage. Sans la confiance personnelle, tu ne peux aller nulle part. Bonsoir à tous. Une fois de plus, bienvenue dans cette émission Parle-moi de ton parcours scolaire et de tes expériences professionnelles pour inspirer d'autres jeunes. Pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, nous avons aujourd'hui comme invité de parcours Madame Mabinti Kone, étudiante en master en Turquie, précisément en Ankara, en génie civil. Merci à vous. Madame, vous êtes là? Oui, je suis là.
D'accord. Nous allons continuer dans cette lancée de questions et de réponses. Alors, ma première question dans cette deuxième partie est la suivante. Si je me rappelle bien, vous avez commencé le primaire à Conakry jusqu'en 5e année, puis vous avez été transféré à Sangaredi, la sous-préfecture de Sangaredi. Donc, c'est Exactement. là-bas que vous avez poursuivi vos études jusqu'au lycée, hein, jusqu'à l'obtention du baccalauréat. Alors, après cela, vous êtes revenu à Conakry, hein? Voilà. Donc, Non, ma question est la suivante. Est-ce le fait de venir à Conakry après avoir passé tout votre temps dans la sous-préfecture, est-ce que cela a impacté vos études? Parce qu'il faut le rappeler, hein, moi j'en ai vécu, je connais beaucoup d'amis comme ça, lorsqu'ils quittent le village ou bien une sous-préfecture, ils viennent avec un bon niveau, mais une fois dans la capitale ou bien dans une grande ville, avec la vie de la ville ou bien la lumière, avec tout ce que vous savez, finalement, ils perdent leur niveau et d'autres même abandonnent leurs études. Quel a été votre cas? Est-ce que le fait de venir à Conakry a impacté vos études? non, pas du tout. Ça n'a pas impacté négativement. Ça a plus impacté positivement plutôt. Mais seulement, comme vous venez si bien de le mentionner, des fois, avec le niveau, il peut y avoir des changements. Et ça aussi, ça dépend des fréquentations. Par exemple, moi, dans mon cas, quand j'étais venue à l'université, de la première année jusqu'en deuxième année, c'est bien vrai que mes notes chutaient beaucoup. Ça, il faut être honnête là-dessus pour ne pas que les étudiants qui auront la chance de suivre ce direct puissent se servir de mes erreurs pour pouvoir corriger leur précédent parcours. Voilà. Mhm. Moi, à cause de mes fréquentations et tout, mon niveau avait commencé à baisser, mais par la chance, on avait un encadreur, docteur Maury, un ami à mon papa, voilà, qui me suivait de près. Donc, il m'a mis la pression, comme mon père. Et donc, j'ai eu la chance aussi de rencontrer des amis. Et au final, j'ai pu me rattraper. De la troisième année maintenant, disons, vers la quatrième année, j'ai pu me rattraper. Mais les 2 premières années, mon niveau avait vraiment, vraiment commencé à chuter. Ça, il faut le reconnaître. Ça a été un gros problème pour moi. D'accord. Donc, il faut vraiment soigner vos fréquentations pour ne pas perdre de Exactement. niveau. Et alors, pouvez-vous nous parler un peu de vos expériences à Conakry? Parce que, bon, bien entendu que c'est là-bas que vous avez commencé, mais vous avez quitté Conakry pour beaucoup d'années. Est-ce que, quelles sont vos expériences? Vous avez quitté Sangaredi, vous avez quitté vos amis, vos habitudes et tout. Vous êtes venu à Conakry. Je pense que ça doit être une autre nouvelle vie pour vous. Ouais. Alors, quelles ont été vos expériences à Bon, l'université? à l'université, mes expériences étaient positives avec mes amis pendant les cours et tout. Après les cours, si je rencontrais des difficultés, je parvenais à résoudre mes problèmes avec mes amis, parfois avec les professeurs qui étaient tout le temps disponibles au téléphone d'ailleurs. Mais seulement le plus gros problème, c'était quand on essaie de rentrer à la maison. Là, avec le problème de transport, c'était compliqué à Gamal. Vous pouvez vous arrêter pendant une demi-heure, vous n'avez pas de voiture qui va stopper pour vous prendre parce qu'il y a l'embouteillage, il n'y a pas de place. Donc, tous ces problèmes-là, c'était compliqué. On était obligé d'attendre deux fois jusqu'à 20 heures ou voire même 20h30 pour pouvoir quitter l'université et avoir librement recours à la voiture pour rentrer chez nous. Et deux fois, pour nous aider plus facilement dans nos démarches, on marchait à pied. On marchait en groupe à pied pour quitter, par exemple, des Gamal jusqu'à Madina. Des fois, on dépassait Madina pour aller jusqu'à vers les Bonfi pour pouvoir nous embarquer. Parce qu'en groupe, c'était plus facile de marcher sans sentir la douleur. Je D'accord. pense Moi, que je vais revenir. oui. Moi, je vais revenir un peu en arrière parce que vous avez parlé des niveaux. À un moment donné, première année, deuxième année, vous avez un peu perdu le niveau.
Et Ouais. sur quoi, au-delà même de la pression de monsieur, de votre encadré dont vous avez fait part, au-delà même de ça, vous êtes habitué, vous êtes appuyé sur quoi pour avoir le niveau, pour conquérir votre niveau? Qu'est-ce que vous Pour êtes moi, dit? comme je l'ai si bien mentionné au début, je me suis dit que je peux le faire. Si j'ai perdu mon niveau maintenant, je me suis dit que je peux le faire, je peux rattraper le niveau perdu. Pourquoi ne pas me rapprocher avec des personnes qui ont plus de niveau que moi? Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis rapprochée avec des personnes qui, qui avaient les mêmes optiques que moi, qui réfléchissaient de la même manière que moi. J'ai changé de fréquentation et alhamdulillah, j'ai pu m'en sortir. D'accord. Ok. Cette question que j'aimerais vous poser, c'est dans le cadre général, du primaire jusqu'à l'université. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez rencontré certains problèmes et vous vous êtes dit, bon, j'abandonne tout. Est-ce que vous avez voulu abandonner tout à un moment donné de votre vie? Non, je ne dirais pas que j'ai abandonné, mais je dirais plutôt que j'ai voulu abandonner quand C'est ce que j'avais... je dis, bien entendu. Est-ce que vous avez Ah, voulu abandonner? d'accord, désolé, autant pour moi. J'avais voulu abandonner quand j'avais raté mon bac pour la première fois. Je n'avais plus de souffle et c'était ma première fois de rater un examen et je ne me reconnaissais pas en fait. Donc, je me suis dit que suivre une formation professionnelle peut être la même chose qu'aller à l'université. Donc, je me suis dit que je vais aller juste suivre une formation professionnelle rapide, me chercher un boulot et puis laisser l'affaire de l'université. J'ai échoué. Alors, quel Mais a été votre bâton de pèlerin? à ça, c'était mes parents et mes amis. Ils m'ont beaucoup soutenu et ils m'ont fait comprendre que je dois aller de l'avant. La vie ne se limite pas à ça. Et les personnes qui ont raté le bac jusqu'à 5, 6 fois et qui continuent toujours d'essayer, pourquoi moi qui rate juste une première fois, je vais abandonner? Et donc, ça, ces mots-là m'ont interpellée et je me suis dit que si mes amis ont pu faire, je peux le faire. Au fait, dans Quel ma tête, enseignement, quel enseignement avez-vous pu tirer de ça, de cette expérience? L'enseignement personnel que vous vous êtes procuré. l'enseignement personnel que je me suis procuré de ça, c'est qu'il faut être toujours assidu dans ce que tu fais. Il faut être toujours assidu dans ce que tu fais, je le répète. Parce que j'avais un peu j'avais un peu loupé les pédales, si je peux le dire comme ça. Je ne suivais pas les cours comme il le fallait. Et donc, je me suis dit que c'était de ma faute si j'ai échoué. Et donc, ce n'est qu'à moi-même, à ma propre personne, de réparer mes erreurs que j'ai déjà causées. Donc, il ne faut pas qu'à cause de mes erreurs, je fasse des bêtises aujourd'hui et qui peuvent être répercutées sur moi demain. Parce que là, tes parents te mettent à l'école en tant que leur enfant. Mais c'est une investigation pour eux. Ouais. Ils le font pour que tu puisses les soutenir demain. Et si toi, tu t'amuses avec ta vie éducative qu'ils se tuent à te donner et que demain, tu n'as pas de rendement à te fournir à ta propre personne, comment est-ce que tu peux les soutenir? Et donc, ça, c'est une base que je me fixe à chaque fois. Il faut que je m'assume, en fait. J'accepte mes erreurs, j'accepte d'apprendre de mes erreurs pour pouvoir assumer, voilà, si je peux dire comme ça, pour pouvoir assister, voilà, ma famille demain. C'est un peu ça mon gros challenge. Cela me rappelle du célèbre et le plus grand riche chinois, Jack Ma, qui dit que ceux qui échouent et puis ils mettent leur échec sur d'autres personnes parce que c'est plus facile de Ouais, faire porter la charge à d'autres personnes, ces gens-là ne vont pas réussir. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui font des erreurs, ils apprennent de leurs erreurs et ils travaillent pour exact. corriger. Et voilà, merci beaucoup. Et j'aimerais vous demander aujourd'hui, vous êtes étudiant en master en génie civil. Première question, est-ce que vous recommandez le génie civil aux jeunes gens qui nous regardent aujourd'hui? Si oui, quel conseil avez-vous à les procurer, à les prodiguer? Vous allez dire, qu'est-ce qui les attend dans ce département? Hmm. Bon, premièrement, j'aimerais bien recommander
aux jeunes gens de choisir l'option génie civil, s'ils le veulent. Voilà. Mais je vais préciser aussi s'ils le veulent. Mais je vais aussi préciser l'importance de ce département. On voit différents ouvrages aujourd'hui qui sont en voie de réalisation, même si on voit les buildings, voilà, les bâtiments de haut niveau. Quand on prend aussi le côté pont et chaussée, nous avons les ponts qui sont faits, il y a les bus et les dallos qui sont calculés, voilà, des bases pour pouvoir faciliter la déviation des eaux usées dans les canaux de dérivation, voilà, pour qu'il y ait fluidité lors du passage de l'eau. Est-ce que vous comprenez? Et aussi, il y a la conception des barrages et tout, les barrages hydroélectriques, et donc qui peuvent être de fois aussi à but multiple. Ça dépend de la conception des barrages. L'objectif que les concepteurs du projet en question peuvent se fixer. Il y a beaucoup d'avantages dans ce domaine, mais il faut savoir que ce n'est pas un domaine aussi qui est facile. Si une personne veut s'aventurer dans ce domaine, il faut être préparé conséquemment, en fait. Il faut être vraiment prête à t'aventurer dans ce domaine. Mais il ne faut pas oublier que ça va t'apporter quelque chose de positif demain. Peut-être plus qu'à ton attente. Ah, ok. Mais bon, sincèrement, hein, tout ce que vous venez de mentionner là, c'était trop technique. Moi je m'étais perdu dedans. Hein, c'était trop technique. Moi, je ne peux pas génie civil, donc je me disais, bon, c'était juste pour moi une manière de donner une idée générale aux personnes qui veulent se spécifier dans le domaine du génie civil. D'accord? Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que comme on a les options, après le BEPC, on a sciences sociales, maths et puis expérimentales. Dans le domaine du génie civil aussi, c'est également comme ça. Il y a l'option, la spécialisation, pardon. Il y a bâtiment, il y a hydrotechnique, il y a pont et chaussée. D'accord? Donc, en gros, ça représente, c'est les trois grandes parties. Maintenant, bâtiment, ça, c'est tout ce qui concerne les structures qu'on peut prendre comme le bâtiment, par exemple, les bâtiments structurels, les calculs qui doivent être effectués sur la structure, la personne doit avoir des idées conséquentes sur ça et tout. Et après, au niveau du pont et chaussée, comme ça l'indique déjà, il y a les ponts, il y a les routes, et puis il y a d'autres travaux divers. Il y a les bus et dallos là. Et quand on prend le côté hydrotechnique, ça c'est l'hydrologie. On a les barrages qui sont là dans ces études. Et donc ça, la construction des centrales hydrotechniques, par exemple. Mais il ne faut pas que les étudiants écoutent ces noms et puis se disent qu'ils vont avoir peur. Non, ils peuvent le faire. Il suffit juste d'avoir la volonté de le faire. Il suffit juste d'avoir la volonté. S'ils ont la volonté, ils peuvent aller loin. D'accord. Ouais. Ma prochaine question, c'est d'ordre un peu économique. J'imagine que vous avez vécu dans une famille moyenne, mais je peux également deviner que vous avez eu forcément des amis qui sont ici des milieux beaucoup plus défavorables. Alors, quel conseil avez-vous à donner à ces jeunes gens aujourd'hui qui se battent au quotidien? Ça peut être filles comme garçons qui sont ici des familles pauvres, il faut le dire comme ça, qui se battent pour être comme vous, pour être à l'université après des études, également servir leur nation, mais aussi mettre leur famille à l'abri des besoins. Donc, la première question, c'est d'abord, quelle est la place de l'économie, disons, de l'argent comme on l'appelle, de l'argent dans le cursus scolaire, dans l'accompagnement d'un enfant pour poursuivre ses études jusqu'à la fin. Deuxième question, quel conseil avez-vous à donner à ces jeunes gens aujourd'hui qui sont issus de ce milieu? D'accord. Bon, disons que c'est vrai que l'argent, ça occupe une place très, très importante. Voilà, dans le domaine de l'éducation, parce qu'il faut premièrement d'abord assumer
la nourriture de l'élève. On ne peut pas apprendre en ayant un creux dans le ventre. Quand on a faim, on ne comprend rien. On ne pense qu'à la nourriture. Mais un ventre trop plein aussi ne comprend rien parce qu'il pense à dormir. Donc, il faut être juste, il faut être au juste milieu. Oui, au juste milieu. Et donc, je dirais que c'est très important, mais pour les personnes qui traversent des périodes très, très difficiles, parce que les moyens ne sont pas les mêmes, je les conseillerais d'avoir des petites activités à côté. Moi, je vais prendre juste l'exemple sur moi. C'est vrai que la situation économique de ma famille, elle est moindre, mais qu'à cela n'empêche, des fois, je rencontre des difficultés. Moi, je ne me suis pas habituée à attendre papa et maman. Je me suis habituée à me battre pour avoir ce que je veux. Donc, du coup, malgré que mon papa m'envoyait de l'argent des fois, ça ne suffisait pas. Mais il me disait tout le temps, quand ça finit, fais-moi signe. Utilise ça pour cette période, après fais-moi signe. Mais quand mon argent finissait, je n'appelais jamais papa parce qu'entre-temps, j'avais mes petites activités à côté. Je faisais de temps à autre la couture, de temps à autre la coiffure, de temps à autre les maquillages, les make-up, oui. Oui, c'est vrai que alors, je vais envoyer mes amis à bouquet. Je vais envoyer mes amis sur Mais je fais ces petits trucs à côté. Pourquoi? Pour être indépendante financièrement. Donc vous êtes d'accord avec la théorie, un pied à l'école, un pied dans le business. Exactement. Je suis un peu comme ça. Donc, du coup, à toutes ces personnes qui traversent ces périodes difficiles, je leur dirais de ne pas se lamenter sur leur sort. Parce que même les plus riches, des fois, ils se privent de leur argent pour pouvoir se lancer quelques défis. Donc, qu'ils considèrent ceci comme étant un défi pour eux. Ils ne doivent pas s'arrêter qu'aux études pour dire que j'ai des difficultés, je peine à aller à l'école ou bien je peine à trouver à manger et tout. Crée-toi des activités, apprends. Une fois que tu apprends, ça peut être rentable. Une personne que tu tresses à Conakry, disons 10 000 francs la coiffure ou 15 000 la coiffure, ça peut te permettre de faire un aller-retour à l'école et même manger dedans. Alors, moi, je m'en vais vous demander parce que d'autres personnes ont une autre perception par rapport à cette question. D'autres pensent que lorsque vous avez un pied à l'école et un pied dehors des petites activités, vous pouvez perdre des niveaux et également d'autres peuvent abandonner. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces propos? Selon ma Alors, comment concilier alors, pour reformuler, comment concilier ces deux activités pour ne pas perdre de niveau? C'est ce que je dis. Premièrement, cette pensée, selon moi, elle est fausse. Et donc, pour disons, jouir avec les deux en même temps, il faut juste se planifier. C'est comme ce que j'ai dit en amont. Dans toute chose, dans toute activité qu'on entreprend, il faut une planification. Des fois, la planification, elle peut rater parce qu'on peut se dire, je vais faire telle activité jusqu'à telle heure, mais après, l'heure dépasse. Mais même si ça dépasse, tu peux le rattraper dans d'autres choses. Donc, dans toute chose, c'est la planification. La planification et l'objectivité. Quand on sait où on va, on peut mieux se préparer pour avoir un bon départ et se diriger sur le chemin souhaité. Mais quand on ne sait pas où on va, on se lance seulement sur le chemin et arrivé au beau milieu, tu vois différentes routes qui se présentent à toi. Mais laquelle prendre? Tu ne t'es pas préparé en amont. Comment est-ce que tu peux te décider directement? Non, tu seras forcément indécisive. Et là, au bout d'un certain moment, vu que tu n'as pas le choix, tu es obligé de choisir une seule voie, tu vas prendre une voie quelconque. C'est ce qu'on dit, là, on peut appeler cette fois la voie du hasard. C'est de là où on commence à parler de la chance. Parce que cet hasard-là peut te mener à ton objectif, à ton but, ou bien ça peut te faire dévier. Et donc, c'est une question de planning. Voilà, j'aimerais juste les faire comprendre qu'ils doivent être positifs déjà dans leur tête
ils doivent être positifs et se lancer juste. D'accord, il faut être positif et se lancer. Ouais. Alors, je reviens un peu en arrière sur votre choix des génies civils. On en a parlé au niveau des mathématiques. Les gens disent encore génie civil, c'est réservé pour les filles et les garçons. Alors, donc, tous ces domaines sont réservés pour les garçons. Alors, que répondez-vous à ces gens-là? Est-ce que réellement génie civil est réservé aux garçons? Non, je dirais non. Il y a plein de femmes ingénieures de nos jours. Il y a plein de femmes architectes de nos jours. Et donc, je ne suis pas pour cette idée. Ah, ok. Alors, aujourd'hui, vous êtes en Turquie, donc vous êtes une étudiante en master en génie civil. D'abord, ma première question, comment vous êtes retrouvée en Turquie? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette bourse? Cette bourse, c'est une bourse qui est octroyée, voilà, par le gouvernement turc, qui est abrégée sous forme de YTB. Et donc, comment est-ce que je me suis retrouvée là? J'ai juste postulé par l'encouragement d'un ami que j'ai connu à l'époque. Il m'encourageait de postuler pour pouvoir continuer mes études en master et tout. Je ne voulais pas, honnêtement, au début, je ne voulais pas. Mais après insistant, je me suis dit, c'est l'avenir qui nous guide. Pourquoi ne pas essayer? Parce que de base, moi, mon papa, il ne voulait pas que ses filles sortent. Ça c'est quelque chose aussi à signifier. Il y a des parents qui ont peur que leurs filles sortent pour venir étudier à l'extérieur. Vu que ce sont des filles, ce sont des proies faciles que nos parents peuvent penser. Voilà. Et donc, je ne voulais pas. Et après, je me suis dit, pourquoi pas, je me suis lancée. J'ai essayé pour une première fois, je n'avais pas eu. Et après, j'ai relancé ma chance encore pour une deuxième fois. Et alhamdulillah, j'ai eu. Et je me suis retrouvée là. C'est une bourse quand même qui aide beaucoup les pays, tous les pays du monde, si je peux le préciser comme ça, parce que j'ai rencontré pas mal de pays africains et même, je dirais, peut-être européens. Je ne sais pas, peut-être que je ne les ai pas encore rencontrés, parce qu'il y a le programme d'Erasmus aussi qui est offert par le programme et tout. Donc, c'est comme ça. Donc, je vais revenir un peu en arrière. Vous avez dit que vos parents n'étaient pas pour que leur fille soit à l'étranger. Bon, moi j'aimerais un peu généraliser ça. D'après votre expérience, vous êtes ici en Turquie, tout va bien jusque-là. Est-ce qu'à un moment donné, on se dit que les parents doivent s'inquiéter ou bien avoir peur d'envoyer leur fille à l'étranger? Est-ce qu'on doit les laisser partir en fin de compte? D'après votre vécu. D'après mon vécu, bon, je dirais oui ou non. Ça dépend de l'éducation. Quand on vient à l'Occident, chacun a ses objectifs. Des fois, il y a des filles, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Bon, elles gèrent leur activité. Et ces activités-là ne sont pas liées à l'attente des parents. À l'attente des parents. Donc, du coup, c'est vrai que les parents doivent s'inquiéter, mais si toi, parent, tu as confiance en ta fille, tu as confiance en l'éducation que tu as offerte à ton enfant, donne-lui la chance de sortir parce que ça permet d'élargir son univers. Moi, aujourd'hui, je dis Dieu merci. Venir en Turquie, ça m'a beaucoup aidé positivement. Ça m'a permis d'élargir mes connaissances, notamment vous, M. Diaby. Si je n'avais pas été en Turquie, peut-être qu'on n'allait jamais avoir cette chance de se rencontrer. En plus forte raison, me voir être invité dans votre émission. Et donc, du coup, ça, ce sont des opportunités positives pour la fille quand elle sort, ayant, bien sûr, ses idées positives dans la tête, ses objectifs à atteindre. Voilà. Et je dirais aussi aux filles de ne pas trop juger les parents. Ils ont leurs raisons. Les parents, voilà, les parents ou bien le parent, parce qu'il y a d'autres, elles n'ont pas de mère, ce n'est que papa.
Voilà. S'inquiètent pour l'avenir de leur enfant. Maintenant, si la fille vient, comme le pensent nos parents, devient un poids facile à atteindre, c'est le parent qui a raison là. L'objectif est parti, la fille, elle est devenue autre chose. Donc, c'est un peu ça que je voulais préciser. D'accord. Voilà, aujourd'hui, vous êtes là et je crois savoir que vous étudiez, vous avez d'abord appris la langue turque et actuellement, vous êtes en train de poursuivre votre cursus universitaire dans cette langue. Alors, je vais vous demander quel est le défi d'apprendre cette langue? Également, quel est le plus grand, l'autre défi encore, après avoir appris la langue, étudier dans cette langue également à l'université? Ah, le défi est énorme. Hein? Moi, je pleurais. Parce que là, il y avait l'écoute qui était là, qu'ils appellent ici le dinleme. Il y a l'écrit, l'apprentissage écrit, le yazma. Et puis, il y avait comment Okuma. ils appellent ça, le okuma, la lecture. C'était un grand défi. Parce que même avec l'écrit, par exemple, le français, c'est le sujet, verbe, complément. Et en turc, c'est le contraire. C'est le complément après le, le verbe après le sujet. Et des fois, si tu, quand la phrase elle est très longue, tu te perds deux fois. Tu te perds deux fois. Donc, le défi, c'était énorme. Mais aujourd'hui, je dis Dieu merci parce que malgré les défis, on a pu relever ces défis. Voilà, on est arrivé là où nous sommes aujourd'hui et on a eu la chance de poursuivre nos cours dans leur langue. Bien autant qu'on ne comprenait pas tout le temps ce que les professeurs disaient, mais on avait le support. C'est le support que les professeurs nous donnaient afin qu'on puisse exploiter à la maison pour pouvoir mieux comprendre ce qu'on a appris. Parce qu'ils savent déjà que ce sont les étrangers. Les étrangers, ils vont apprendre et comprendre ce qu'ils disent, mais ils ne vont forcément pas comprendre à 100% comme si c'était un Turc qui avait suivi la matière. Donc, c'était un peu ça. Le plus important est que le défi a été relevé. Hein? Alhamdulillah, alors, oui, le défi, ça a été relevé. Dieu merci. Alors, j'aimerais vous poser cette autre question. Durant votre parcours scolaire et durant votre séjour, du moins en Turquie ici, vous avez dû remarquer certaines choses à l'université, non seulement en matière d'infrastructure, mais aussi leur système éducatif. J'aimerais vous demander qu'est-ce que vous avez vu en Turquie et qui vous a vraiment inspiré et vous voulez voir ça dans les universités guinéennes? Il y a trois choses qui m'ont beaucoup marqué. Premièrement, je dirais l'Internet. L'Internet. Dans toutes les universités, il y a des Internets Wi-Fi gratuits pour tous les étudiants. Et même quand on faisait la langue, il y avait le Wi-Fi dans notre centre de formation des langues. Et donc, du coup, si l'étudiant est libre d'avoir le Wi-Fi à tout moment, ça pousse l'étudiant à faire des recherches parce que les cours qui sont dispensés par les professeurs, ce n'est pas, il y en a même il y en a même à 50% en fait. Ils donnent juste une partie et le reste, c'est à l'étudiant de rechercher pour pouvoir le faire le retour lors de l'examen. Donc, si l'Internet est mis à la disposition de tout un chacun, je pense que les étudiants vont fournir beaucoup d'efforts pour réussir dans ce sens. Aussi, il y a des bibliothèques qui sont là. Les bibliothèques qui permettent aux étudiants de venir travailler librement. Et dans chaque bibliothèque, il y a des livres qui sont disponibles afin que les étudiants puissent faire des recherches comme ils veulent. Ils peuvent même emprunter ces livres-là et après les renvoyer. Et troisièmement, le système numérique. Tous leurs systèmes sont liés. Par exemple, moi étant une étudiante de Gazi Université, quand je fais, je ne sais pas, je crée un petit problème dans mon système, le problème sera signalé là-bas. Et quand je vais aller au niveau de la direction, il me suffit juste de donner mon matricule et toute ma biographie sera là. Ouais. Ce que j'ai fait comme problème, ma note,
tout. Et donc, en Guinée, par exemple, si on avait ce genre de système, ça allait être une innovation pour nous. Et ça allait Alors, nous... que conseillez-vous à notre État? Pardon? Que conseillez-vous à notre État? Notre État? Oui. Bon, Avec je ce que vous dirais... avez vécu, votre expérience, tout ce que vous avez pu voir dans leur université ici, quel conseil avez-vous à notre État? Si, dans la mesure des possibles, notre État et nous-mêmes, nous pouvions faire des efforts, ils peuvent essayer d'instaurer ce genre de système dans toutes les universités. Dans toutes les universités, que ce soit public ou privé. Ou privé. Surtout, les bibliothèques. Les bibliothèques sont très, très importantes pour certains étudiants. Par exemple, moi, je ne peux pas bien travailler à la maison. Mais une fois à la bibliothèque, il y a tout le confort. Et que tu vois tes amis travailler, ça te pousse à apprendre. Ça te pousse à faire ce que tu dois faire. Mais quand tu es à la maison, il y a ton petit lit à côté, tu Le travailles un peu, téléphone? tu te dis, yeah, t'es belle. Tu travailles un peu, tu as juste envie de te reposer. Mais à la bibliothèque, tu vois tes amis, ça te donne de l'énergie. Mais par contre, il y a d'autres qui aiment bien travailler à la maison. Mais surtout, si le gouvernement, notre gouvernement pouvait nous aider à mettre en place des Wi-Fi qui sont vraiment fiables dans les universités afin que les étudiants puissent bien profiter des recherches, ça allait être quelque chose de très, très positif. Parce que des fois, moi, je suis quelques tutos et des fois, dans les tutos en ligne et tout, tu peux voir, il y a des étudiants internationaux qui suivent des formations. Et donc, si c'est avec ta propre connexion, ça ne peut pas durer. Tu vas juste rester quelques minutes seulement, ta connexion va commencer à bugger et tu es obligé de quitter. Mais en Turquie, tu travailles avec le Wi-Fi, je ne sais pas comment le qualifier. Elle est très fiable. Alors, notre État doit œuvrer à ce que le Wi-Fi soit instauré dans nos universités. Alors, avec le recul, on va venir un peu dans le cadre des filles, hein, parce que les femmes aiment beaucoup de revendications. Alors, nous sommes issus d'une société où les femmes, disons, n'ont pas cette sens. La société n'accorde pas trop d'importance à l'éducation des femmes comme elle le fait pour les hommes. Alors, première question, quel conseil avez-vous à donner aujourd'hui à notre société qui estime que la femme de la place est dans la cuisine ou dans les tâches ménagères? Deuxième question, quel conseil avez-vous à donner à cette jeune fille aujourd'hui qui est dans un milieu qui n'est pas nécessairement favorable pour les études avec toutes les contraintes et tout? Quel conseil avez-vous à la prodiguer pour qu'elle puisse poursuivre ses études? Alors, pour le gouvernement, c'est le gouvernement, vous avez dit, ou bien l'État, je ne sais pas. La société dans le quartier, notre famille et tout. Ah, exactement, ok, la société, ok. Dans ce cas, j'aimerais juste signifier que la société doit donner la chance à la gente féminine de mieux exploiter ses propres compétences. L'éducation doit être ouverte à tout le monde, que ce soit femme ou homme, parce que, bon, on ne le dit pas souvent, mais il y a des hommes aussi qui abandonnent les études. On ne le dit pas souvent, mais, voilà, on ne le dit pas souvent, mais c'est le cas. Et donc, comme on peut le constater de notre vie actuelle, il y a des femmes qu'on retrouve ministres, députées et même présidentes, des femmes ingénieures, des femmes qui sont philosophes, des femmes qui sont écrivaines, si je peux dire, qui écrivent les poèmes, que ce soit la poésie, que ce soit la littérature, que ce soit les histoires, je ne sais pas. Et donc, si ces femmes-là n'avaient pas eu la chance d'aller à l'école, comment est-ce qu'elles allaient pouvoir s'exprimer comme elles s'expriment maintenant? Et ce n'est pas qu'au nom de la gente féminine qu'elles s'expriment. C'est au nom du gouvernement, au nom de leur pays. Alors, il faut que la société accepte de donner la chance à ces femmes d'évoluer à leur entendement. Et donc, pour ces femmes
aussi qui se trouvent dans les milieux vraiment défavorables à leur personne, je leur conseillerais de se créer des moyens pour pouvoir s'en sortir. Même si moi je dis quelque chose aujourd'hui, mais si ces conseils ne vont pas à l'endroit de la personne ne pourra rien faire. Donc, il faut qu'elle-même, elle décide de se créer des moyens pour pouvoir réussir à arriver là où elle veut arriver, à atteindre son objectif. Si elle n'a pas d'objectivité, elle se dit déjà, bon, moi, je vais juste faire la coiffure, ça me va, je me limite là. Quel que soit ce que vous, M. Diaby, vous allez lui dire, elle ne va pas entendre, elle ne va pas comprendre. Déjà, elle s'est fixé son objectif et elle est déjà limitée. Donc, il faut que ça dépende d'elle pour qu'elle puisse arriver là où elle veut et plus précisément dans le domaine éducatif. Donc, c'est ça. Donc, c'est à la fille de décider de ce qu'elle veut pour pouvoir se donner les moyens pour les atteindre. Et Exactement. À la société, il faut donner la même sens qu'aux hommes. Alors, pourquoi j'ai posé cette question? Parce que j'ai fini de lire un roman hier d'une fille qui racontait son histoire là-bas. Bon, elle est une dame maintenant. Et vraiment, je ne sais pas, hein, à Conakry ou bien à Koya, c'est un peu rare, mais dans les coins reculés, ces pratiques existent jusqu'à présent. Non. Alors, comme Madame Koné l'a si bien dit, qui est une figure aujourd'hui, un bel exemple pour toutes les filles. Alors, suivez vos rêves. Alors, je m'en vais vous poser certainement l'avant-dernière question. Et vous avez parlé, bien sûr, de l'avancée des études dans le cadre des filles également. Vous avez conseillé à la société de les permettre d'étudier. Alors, personnellement, est-ce que vous pouvez dire que pensez-vous que les femmes, l'éducation des femmes africaines pourrait, s'il faut le dire ainsi, contribuer au développement de notre continent? Bien De sûr. la Guinée, précisément, et de notre continent en général. Bien sûr. Ça le fait déjà. Ça le fait déjà. Les femmes qui sont déjà dans notre gouvernement, même la dame qui est à la tête de l'éducation, la ministre de l'éducation en Guinée actuellement, tout le monde parle de ses progrès. Ce n'est pas un homme, c'est une femme. Et donc, je tiens à signifier ce passage. Il y a une chose que tout le monde doit comprendre, la société plus précisément. Une fois que la femme, c'est une gente qui est décisive au fait. Quand elle se détermine à atteindre ses objectifs, quels que soient les obstacles qu'elle va rencontrer, elle les atteindra, peu importe. À moins qu'elle ne veuille pas le faire exactement. Mais si elle veut réellement le faire, elle va atteindre ses objectifs. Donc, pourquoi ne pas donner cette chance à ces femmes qui veulent atteindre le bout de leur expérience, le bout des défis qu'elles se sont déjà fixés? Donc, si la société accepte d'offrir cette chance à ces femmes qui sont déjà dans le gouvernement ou qui veulent même s'implanter dans le gouvernement, je pense que le pays peut aller en avant plus rapidement que possible. Il y a un proverbe qui dit qu'éduquer une femme, éduquer une fille, c'est éduquer tout un peuple. Alors, je vais vous poser la dernière question, parce que nous sommes à terme de notre émission. Et avec le recul, si vous pouvez retourner des 10 ans en arrière, disons, quel conseil vous allez donner à Mabiti quand elle avait 16 ans? Ah, ça? Quel conseil allez-vous donner à vous-même? Ah bon, je dirais juste à cette jeune fille de cette année qu'elle doit juste continuer à poursuivre ses rêves, mais de ne pas seulement s'arrêter à ses rêves, qu'elle doit être décisive dans tout ce qu'elle fait. Elle doit avoir surtout la confiance en elle. C'est un peu ça. Parce que quand elle a confiance en elle, elle peut mieux faire ses choix et elle peut mieux choisir son entourage. Sans la confiance personnelle, tu ne peux aller nulle part. Donc, c'est un peu ça.
Alors, j'aurais dit à cette jeune fille de Mabinti d'avoir confiance en soi, parce que sans la confiance en soi, on ne peut rien faire. C'est par ces éléments de réponse que nous allons clôturer cette émission. Merci beaucoup, Madame Mabinti, d'avoir accepté notre invitation. Il faut le rappeler, elle est étudiante en master du côté d'Ankara, en Turquie plus précisément, en génie civil. C'est une femme aujourd'hui qui, moi, merci personnellement, parce que il faut le dire, quand moi j'étais en Guinée, je ne voyais pas trop de filles s'engager, non seulement dans le cadre de l'association, mais aussi poursuivre ses études jusqu'à un certain niveau. Il faut le rappeler, elle est non seulement présidente des étudiants de leur ville, capitale, mais aussi elle est dans le bureau exécutif de notre association de la structure. Donc, vous, les filles qui nous regardez, je pense que vous pouvez la prendre comme votre mentor, hein, parce que vraiment, elle merci beaucoup personnellement. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation une fois de plus et j'espère que votre passage va inspirer beaucoup de gens. Et on l'espère, on l'espère. Et sur ces mots de fin, moi, je tiens à vous remercier très sincèrement parce que c'est une opportunité que vous m'offrez. Vous m'offrez à expérimenter, voilà, ma propre personne parce que je me vois plus loin demain et j'espère que demain, vous aurez un grand canal plus large que cette émission où je serai de nouveau invitée pour partager plus de choses intéressantes, disons comme ça, intéressantes et puis Inch'Allah. Et j'aimerais surtout parler à la gente féminine. Il ne faut pas vous laisser convaincre par quiconque. Essayez de réfléchir par vous-même. Fixez-vous des objectifs pour atteindre là où vous voulez arriver. Fixez-vous des objectifs. N'écoutez personne. Vous pouvez juste demander conseil. Parce que si c'est la confiance, ça n'existe plus. Demandez conseil et prenez vos propres décisions. Soyez indépendante. Essayez d'être libre financièrement. N'attendez de personne. Et Inch'Allah, tout ira bien. Moi, je crois en vous et je sais que je le crois que vous pouvez faire mieux. Vous pouvez faire mieux qu'attendre quelqu'un. Écoutez les conseils, mais prenez vos décisions par vous-même. Par vous-même. Merci beaucoup, Madame Koné. Je vous remercie. Le plaisir était pour moi.